Je suis ravie en fait d'être parmi vous aujourd'hui pour modérer ce panel consacré à un sujet décisif pour nos écosystèmes qui est l'Open Innovation à l'ère de l'IA. L'IA progresse vite, mais sa valeur ne se réalise vraiment que lorsqu'elle est co-créée, start-up, corporate, recherche, acteurs publics. Or, dans la région méditerranéenne, nous le savons très bien, les talents sont là, les solutions existent, mais la collaboration reste souvent freinée par les décalages culturels, les process longs, un accès limité aux données, mais ou bien c'est des POC qui restent au stade de vitrine ou juste réalisation basique. Aujourd'hui, notre ambition est simple, comprendre comment passer de l'expérimentation à l'impact en tenant compte, bien évidemment, de nos réalités locales et régionales. J'ai le plaisir d'accueillir en fait nos chers panélistes. Si Hichem Turkey. Veuillez l'applaudir, directeur général de Novation City. Madame Nesrine Podavoni, la présidente d'Upgrade et l'experte à European Commission. Monsieur Heikel Drini, CEO de Africanda. Malheureusement, Monsieur Ali Amrani, le CEO de Epticar Innovation Lab, à cause d'imprévus et d'urgences, ne sera pas parmi nous. On a fait quand même l'effort nécessaire pour réorganiser l'échange, pour garder la fluidité et la richesse. On va d'abord commencer par un exercice. Ensemble. Justement, on va commencer par un exercice interactif, là où on va vous faire interagir pour voir un peu votre perception de la collaboration AI, de l'Open Innovation. Donc, veuillez, s'il vous plaît, vous connecter à Mentimeter ou bien directement en scannant le QR code ou en tapant menti.com et en saisissant le code que vous voyez à l'écran. 888 688 96. Voilà, oui, chers panélistes aussi, vous êtes dans le jeu. Le code, il est juste en face. Pardon? Donc, il faut juste le pouce, voilà, et vous serez directement normalement connecté. Pas demandé, on est bon. Ouais. C'est ça. C'est ça. On est en train de voir uniquement 2 personnes connectées. Ouais. Régie. Peut-être un petit décalage. Juste, on va vérifier rapidement. Très bien. Mais, enfin, est-ce que tout le monde est connecté? A priori, on est bon, donc on peut commencer pour ne pas justement perdre du temps. Let's go. Non, on est bon. On est bon, donc on va juste commencer. Voilà. Donc déjà, pour sentir un peu la salle, en amont, qu'attendez-vous d'une collaboration IA réussie, telle que soit votre position? Une collaboration IA réussie, en amont. En amont, en 2 mots. Normalement, c'est bon. Il n'y a pas de choix, juste écrire. Vous devez écrire.
All good ou not? Ouais, quelques aléas. Oui, déjà, on peut le discuter. On s'excuse en fait pour cette enfin, ces petites. C'est, je pense, un petit décalage avec le régie. Juste un instant, s'il vous plaît. Ah, sinon, on y va s'il y a un problème. Il y a un problème, donc on y va directement. Ok, enfin, voilà. Passer les. Ouais, très bien. Ouais. D'accord, très bien. Donc, on se connecte. Eh ben, juste, on doit leur donner l'accès en fait pour saisir. Donc, on est bon. On a déjà perdu 5 minutes. Voilà, très bien. Donc, on commence à voir. Big Money, bonjour. Donc, à travers une collaboration IA réussie, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre. Et excusez-nous pour ce problème technique. Donc, win-win, valeur ajoutée. On s'attend à de la fiabilité, à de la performance. Donc, on a le mot performance qui se répète. Donc, améliorer nos performances, clairement, à une valeur ajoutée, à une efficacité, à de la créativité, à de la rapidité, de l'argent, de la rentabilité, l'échange, la transparence, big money, être formé, l'éthique, gagner du temps, l'agilité, l'éthique. Donc, on voit très bien qu'on cherche plus d'efficacité via la collaboration IA réussie, plus de performance, du win-win entre les différents acteurs, bien évidemment, de l'éthique qui est à respecter, de la rapidité, de l'efficacité. Donc, je pense qu'on est tous d'accord sur les mots-clés. Il y a énormément d'attentes, en fait, sur une collaboration IA réussite et on est tous alignés. Donc, merci déjà pour cette première interaction. Si vous le permettez, on va passer à la deuxième question. Quelles conditions essentielles permettraient, selon vous, de libérer le plein potentiel de l'IA collaborative? Est-ce que c'est plus une confiance renforcée entre acteurs? Est-ce que plus une gouvernance plus agile? Une vision politique forte et inclusive? Une meilleure compréhension mutuelle des cultures d'innovation? Ou plutôt une communauté régionale soudée autour des projets communs? Les points de vue sont variés, clairement. Donc, il y a plus une meilleure compréhension mutuelle des cultures d'innovation qui est en train de porter le sujet. Voilà, plutôt qui est en train de porter la question. Une confiance renforcée entre acteurs. Une vision politique forte et inclusive. Clairement, de toute façon, toutes les propositions sont des bonnes réponses. Après, bien évidemment, il y a des perceptions et des attentes de chacun par rapport au potentiel de l'IA collaborative. Mais on retient que, selon vous, libérer le plein potentiel de l'IA collaborative, c'est d'abord via une meilleure compréhension mutuelle des cultures d'innovation, mais c'est aussi une confiance renforcée entre acteurs. Voilà. On passe à la question d'après, qui va vous permettre de voir plusieurs modèles de collaboration IA et vous allez choisir quel serait le meilleur modèle. Donc, le premier modèle qu'on vous propose, c'est plus une collaboration entre start-up et un hôpital, en fait, qui s'appelle DeepMind et Moorfields, qui ont collaboré sur le diagnostic médical. Et cela a permis de détecter
plus de 50 maladies oculaires avec précision d'experts. Ça a permis aussi d'avoir, c'est un exemple de collaboration clinique à fort impact, ça s'est passé à UK. La donnée médicale plus l'expertise EI ne peut être qu'un modèle de co-innovation à haute valeur ajoutée. Donc ça, c'est le premier modèle entre start-up et un hôpital. Le deuxième modèle qu'on vous propose, et qui est aussi une success story, entre BMW Startup Garage et le modèle Venture Client. C'est un modèle start-up partenaire qui est considéré en tant que fournisseur stratégique pour BMW, ce qui a permis d'intégrer rapidement des solutions AI en production. C'est des gains mesurés en termes de qualité, en termes de prédiction, en termes d'efficacité industrielle. C'était un cadre clair pour tester, intégrer et déployer les innovations start-up à grande échelle. Le deuxième modèle, bien évidemment, c'est une corporate, un grand groupe avec un modèle de SSO. Ou venture startup. Le troisième modèle qu'on vous propose, c'est un modèle d'université et grand groupe, MIT et IBM Watson AI Lab. Et là aussi, c'est un modèle qui a permis d'impacter via des avancées en vision, en LLP, en sécurité, en santé, via des publications et des technologies transférées à l'industrie. Voilà, ça aussi c'est un autre modèle, université, grand groupe. Et le quatrième modèle qu'on vous propose, et c'est à vous de choisir bien sûr quel modèle vous préférez l'avoir en priorité. Le quatrième, s'il vous plaît, c'est un modèle de collaboration entre les pays, justement. Et ça, c'est l'exemple d'un programme ER for Cities, Innovation AI, entre villes européennes. C'est une collaboration multi-pays, multi-acteurs, à travers le déploiement de solutions AI pour mobilité et énergie. Ça a permis de tester dans plusieurs villes et de mesurer l'impact et justement de capitaliser sur les expériences de chaque projet dans chaque ville. La coopération transfrontalière peut accélérer le déploiement de l'innovation AI durable. Donc, pour récapituler, on parle bien de 4 modèles, donc start-up, institution publique, à savoir l'hôpital public ou privé, université et une SSO ou Startup Venture, aussi un grand groupe université ou centre de recherche, mais aussi entre pays ou régions, un programme ou un projet commun. Quel serait le modèle que vous aimeriez voir émerger chez nous dans notre région? Donc, il y a une préférence plus de tester et de peut-être encourager le positionnement des grands groupes, en fait, pour collaborer plus avec les startups et pour créer plus de valeur chez eux avec une collaboration directement ou indirectement avec les startups. Je pense que c'est là où il y a une attente, mais aussi l'exemple de AI for Cities aussi a impacté. Et il y a une attente pour une collaboration entre pays, cross-pays, et capitaliser sur les forces de chaque pays, les retours d'expérience de chaque pays, je pense aussi. C'est un modèle qui est vraiment à encourager. Et cela va nous permettre de passer justement à notre débat avec nos chers panélistes. Et notre débat s'articulera autour de 3 axes. D'abord, on va débattre les modèles de collaboration efficaces et puis les frictions culturelles et structurelles. Et à la fin, on essaiera d'avoir les priorités de nos chers experts à horizon une année pour les 12 prochains mois. Soyons ambitieux. Voilà. Je vais commencer par Hichem. Donc, comment créer des partenariats IA qui ne soient pas seulement innovants, mais réellement opérationnels, en se basant bien évidemment que ce soit votre expérience, mais aussi votre vision. Micro. Alors, je reprends à zéro. Yes. Bonjour tout le monde. Le premier résultat, en fait, le dernier résultat que vous avez montré me réconforte.
parce qu'il parle du modèle BM. Donc, et nous, justement, dans nos technopoles, c'est le modèle sur lequel on travaille énormément, même si on voudrait aussi passer vers la santé, la banque, etc. Globalement, comment on peut créer un écosystème où il y a un partenariat entre les startups et les entreprises? Ouais. Si on a créé les technopoles, c'est pour rapprocher justement l'enseignement supérieur, la recherche et les entreprises. Et ce rapprochement, c'est quelque chose de très important parce que ça crée un début de confiance entre le premier résultat aussi tout à l'heure de votre enquête est très parlant. La confiance et la compréhension sont quelque chose de très important pour justement la collaboration puisse s'implémenter. Et dans notre cadre, à nous, donc, on a travaillé énormément sur ce rapprochement entre start-up, recherche, entreprise, école d'ingénieurs. Et la présence sur un seul site a fait que une entreprise qui démarre avec 50 ingénieurs, par exemple, au départ, quand il y a les PFE, elle devient 100 à 150. Donc réellement, ça rapproche déjà. Ça donne un coût très important pour le développement de l'innovation au niveau de l'entreprise, mais inversement, ça rapproche l'enseignement supérieur de l'entreprise, puisque l'entreprise, elle est là pour pouvoir proposer des idées au niveau de la formation qui est au niveau des écoles d'ingénieurs. Parallèlement à ça aussi, nous avons travaillé sur des projets collaboratifs entre les startups et les entreprises à travers des financements. Parce que là aussi, il faut réellement qu'il y ait des financements. Actuellement, on dépend énormément des bailleurs de fonds, donc on essaie de chercher ces financements au niveau des bailleurs de fonds. Il y a des programmes qui sont développés par l'État aussi, mais ça reste toujours restreint, c'est des petits montants. Et notamment au niveau des centres de recherche où, sur certains programmes, on oblige que le centre de recherche travaille avec une entité de production, enfin une entreprise, pour pouvoir bénéficier de ce financement. Donc, par obligation, ils sont obligés de travailler sur de la recherche appliquée, ouais, puisque c'est en fonction de l'entreprise. Ça aussi, c'est un modèle qui est en train de se développer, mais il faudra aller beaucoup, beaucoup plus loin dans ce modèle-là. Et au fait, à Innovation City, ce que nous avons fait, c'est qu'on crée énormément d'activités où on rapproche les startups, les entreprises et les centres de recherche ensemble pour qu'ils travaillent ensemble et pour qu'ils se connaissent de plus en plus pour pouvoir créer justement ce lien entre les deux pour la création de l'innovation. Parallèlement à ça, il y a des moyens qu'il faut mettre à leur disposition. Donc on a parlé des financements, mais aussi il y a des moyens d'infrastructure. Et là, on a investi dans un supercalculateur, justement, pour donner la capacité à nos startups, à nos chercheurs, à nos étudiants, de faire tourner leurs modèles. Ouais. Parce que la capacité de calcul leur permet justement de développer les nouveaux modèles. Ce qui manque en Tunisie, c'est essentiellement les données. Et là, c'est une autre paire de manches. Il faut travailler sur, tout à l'heure, dans le panel avant, on parlait justement de la libération des données et de l'open source et de l'open data, comme a dit notre ami. Donc réellement, là aussi, il y a un travail qui est à faire à ce niveau-là. Merci Hichem. Donc là, on passe le micro à Nesrine. Qui va plutôt nous clarifier le rôle spécifique que peut jouer la recherche dans un partenariat triangulaire justement entre la recherche, le monde institutionnel et probablement les startups. Merci Imen. Bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le rôle que joue en fait l'écosystème scientifique ou de recherche, j'aimerais quand même juste prendre un peu de recul et représenter le problème d'open innovation et des partenariats d'un angle un peu plus épuré, disons-le comme ça. Donc en fait, on est en train de parler d'une collaboration ou d'une mise en collaboration d'acteurs qui ont un langage différent,
qui ont des besoins différents et qui sont en fait avec une roadmap, qui opèrent avec une roadmap et des modèles complètement différents. Donc malheureusement, pendant longtemps, le monde académique ou le monde de la recherche, il a toujours été stigmatisé pour être un peu détaché de la réalité industrielle. Et donc, ça c'est un point que, en fait, tous les programmes d'accélération de l'innovation et de l'open innovation, ils ont essayé de compenser ça en mettant en relation d'abord les acteurs scientifiques et académiques avec les grandes entreprises. Donc en France, par exemple, on a le crédit d'impôt recherche qui a favorisé beaucoup en fait cette accélération. Et puis quand on a commencé à vouloir faire intégrer donc un troisième acteur qui est les startups, qui sont en fait sur des cycles de développement vachement plus réduits, qui ont des besoins complètement différents en fait que les besoins des grands comptes ou de l'environnement scientifique. Et en fait, c'est là où on a commencé en fait à faire face aux différentes frictions qui étaient un peu diluées, disons-le avant. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin pour pouvoir accélérer tous les mécanismes et tous les modèles que vous avez présentés, on a besoin de simplifier les process de collaboration, donc qu'on appelle les consortiums, surtout quand on parle d'AI, parce que en moyenne, en Europe, en fait, on est à entre 24 et 36 mois d'obtention d'accord pour un consortium. Alors, en 24-36 mois, la technologie, elle a déjà changé, elle est obsolète. Alors, pour un grand compte ou pour un laboratoire de recherche, c'est pas grave, parce que la recherche, elle est en continu. Pour une start-up, c'est très grave, parce qu'elle peut mourir, en fait. Donc, et c'est là où, en fait, rentre en jeu disons, le compromis qu'il faudra trouver pour répondre aux besoins des grands comptes, des startups et des laboratoires de recherche. Malheureusement, ça ne va pas venir des grands comptes et ça ne va pas venir des startups, ça va venir des laboratoires de recherche parce qu'ils ont, heureusement, la casquette académique, formation, accompagnement, montée en maturité. Donc en fait, tout ce côté pédagogique, c'est vraiment la vraie valeur ajoutée la plus importante en fait, de ce monde qui pourrait contribuer à l'élimination ou la réduction des frictions et faire en sorte en fait, que les startups, les grands comptes et les scientifiques peuvent collaborer ensemble en fait, et peuvent justement aller outre les limites des modèles actuels. Oui, clairement. En tout cas, comme vous le constatez, on voit très bien qu'en termes de modèles de collaboration, on ne part pas de rien. Il y a des prérequis qui sont là, il y a des époques qui sont là, il y a beaucoup d'expérimentations et de leçons apprises certainement, et ce qui va nous ramener justement à poser la bonne question, qu'est-ce qui fait que justement on ne peut pas accélérer davantage et voir du POC à une vraie expérimentation, à des vrais résultats et un vrai scaling. Donc là, je vais poser la question à Heikel. Effectivement, en fait, on parle de friction culturelle et structurelle. Comment la réduire chez les startups, sachant qu'on a des startups rapides, VS corporate très prudentes, on a des chercheurs orientés exploration, VS entreprises orientées ROI. Comment aligner ces rythmes, ces cultures, ces contraintes? Merci pour la question, Imen. Bonjour à toutes et à tous. Alors, par rapport à ces frictions, on parle beaucoup des startups, mais l'ADN même d'une startup, c'est une entreprise qui est innovante. Et en fait, on oublie à chaque fois, lorsqu'on parle des startups, on oublie que c'est une entreprise. Donc, le fondement même de la startup, c'est une entreprise. Elle a besoin de recettes, il y a un bilan à la fin, et la startup, c'est une entreprise qui est innovante. Lorsqu'on parle de la Méditerranée, on a la sphère nord et la sphère sud. Et c'est vrai que ces frictions-là ne sont pas les mêmes. Tu as cité tout à l'heure le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation. Ce sont des dispositifs qui sont pour les pays européens. Et donc, tous les incubateurs, tous les start-up studios qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée ont cette chance-là de pouvoir, entre guillemets, d'homogénéiser un petit peu le rendement financier et d'avoir un impact direct dans les start-up. Sauf que dans l'hémisphère sud, et je reprends tout à l'heure ce qu'a dit Hichem, c'est que c'est chacun pour sa peau.
c'est que il y a certains pays comme en Tunisie où on dépend de bailleurs de fonds, et donc c'est qui va aller récupérer l'argent pour avoir le plus de budget. C'est aussi un problème d'infrastructure, parce que chaque loi est différente dans tous les pays de l'hémisphère sud, alors qu'en Europe, il y a certaines lois sur le Digital Act, la loi sur le RGPD, en parlant tout à l'heure de la data, qu'elle peut être structurée ou pas, il y a une législation, il y a un cadre juridique. Et en Afrique, il n'y a que 20 et quelques pays, 23 pays qui ont ratifié l'idée même d'une RGPD. Donc, les pays nord-africains l'ont fait, mais c'est vrai que derrière, si sur le cadre juridique, on n'est pas équivalent à l'hémisphère nord, pourquoi on parle de Méditerranée? Moi, je dis toujours, la Méditerranée n'est pas une mer, mais un continent. C'est la seule mer qui rassemble 3 continents dans le monde. Donc, à un moment donné, si on essaie de faire un pont au-delà de l'Union européenne et l'Union africaine, mais avoir un dispositif propre à la Méditerranée, il pourrait y avoir ces partenariats publics-privés et académiques. Ce qu'a fait, par exemple, là, au sein du Technopole Novation City, ça peut être un exemple qui peut être fait sur les autres technopoles en Tunisie ou même ailleurs, en Libye, en Algérie ou même en Égypte. Et donc derrière, il peut y avoir cet impact. Parce qu'à la fin, in fine, c'est que la start-up, elle puisse démarrer, elle puisse créer une synergie et s'agrandir. On parle de pré-seed, seed, jusqu'à différentes séries, mais cette friction culturelle, on doit la bypasser. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment travailler avec un synopsis où on a les partenariats publics qui, malheureusement, dans certains pays, n'ont pas suffisamment les moyens, donc ils dépendent des bailleurs de fonds. Et dans ces pays-là, on a de très grands groupes industriels, donc pourquoi pas avoir un consortium industriel et pourquoi pas aussi mettre en valeur les chercheurs, parce que lorsqu'on va, on va citer la France, sur le plateau Paris-Saclay, on a énormément, presque 50% des personnes viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Donc à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est la fuite des cerveaux qui vont aider des grands groupes du CAC 40 ou qui vont aider des grands groupes en Allemagne, ou est-ce qu'on ne peut pas, nous, les garder et travailler en commun sur un sujet qui touche la Méditerranée, sur un sujet qui touche les deux sphères, nord et sud, et éviter cette friction-là. Après, la friction culturelle, je le dis aussi à chaque fois, c'est comme une main. Les 5 doigts de la main sont différents, mais ils appartiennent à la main. Que l'on veuille ou pas, au-delà des clivages des différents pays que l'on peut avoir entre le nord et le sud, on a la mer Méditerranée qui nous lie, et donc on doit dépasser ces différents clivages et travailler en commun. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci Heikel. Comme promis, nous terminons en co-construisant ensemble les recommandations concrètes, applicables, des nouveaux modèles de collaboration, des dispositifs d'accès aux données, des outils de gouvernance, une mesure plus accélérée des partenariats et plus impactante surtout. Et là, je reviens à Sidi Hichem, justement. Quelles actions concrètes pourraient être mises en place rapidement, d'après vous, dans la région, justement? Moi, je voudrais juste réagir par rapport à ce qu'a dit Nesrine tout à l'heure. Okay. C'est vrai qu'au niveau de la recherche, ils ont le temps, etc. Mais au niveau des entreprises, ils n'ont pas le temps. Et c'est là cette différence de compréhension des choses qui est très importante. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais la compréhension est quelque chose de très important, parce que le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est de la technologie. Et au niveau des entreprises, c'est leur vie carrément qu'on joue, donc on ne peut pas se permettre d'attendre. Et il faudra que cette compréhension se développe entre l'enseignement supérieur, la recherche et les entreprises. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez posé comme question, quelle est une recommandation importante? Bon, déjà, il faudra que les entreprises se rapprochent des startups ou des chercheurs et vice-versa. Et dans ce cadre-là, il faudra mettre peut-être des fonds d'investissement ou pour aider les entreprises à développer de l'innovation et aller chercher les startups pour en proposant leurs idées pour résoudre ces innovations ou pour proposer des innovations aux entreprises. Et dans ce cadre-là, on a un programme que nous avons appelé CoInnov, et c'est l'ATT, en fait, l'Association tunisienne des technoparcs, qui travaille sur ce programme avec Smart Capital.
pour développer justement des projets collaboratifs. Il y a un super projet actuellement, c'est un robot entre Safran et Nova Robotics, un robot autonome pour nettoyer tous les panneaux photovoltaïques, qui est autonome, qui n'a pas besoin d'eau, etc. Donc réellement, il y a de la collaboration, il y a de l'innovation qui peut sortir de ça, juste par une petite incitation financière. Ils n'en ont pas besoin, mais en les incitant, ils vont aller chercher quelque chose. La deuxième chose, c'est au niveau des entreprises publiques, parce que c'est là qu'il y a les données. Et je pense qu'il faudra instaurer un fast track pour les startups au niveau des entreprises publiques, sans passer par toute la panoplie administrative des entreprises publiques. Essayer de réfléchir comment mettre en place un fast track pour les startups, pour qu'elles aillent justement développer de l'innovation au niveau des entreprises publiques. On en a besoin dans ces entreprises. Il y a énormément de choses à faire et on a des talents qui sont là pour pouvoir le faire et pour pouvoir proposer des choses. Donc si on arrive à mettre en place ce fast track, je crois que ça sera quelque chose de très très bénéfique pour le développement de l'innovation globalement en Tunisie, mais je pense que c'est sur toute la région méditerranéenne, du côté sud, pas du côté nord. Parce que du côté nord, je crois qu'il y a déjà suffisamment de données et il y a aussi suffisamment de compréhension des entreprises publiques pour aller chercher de l'innovation. Donc je retiens en fait deux actions, deux appels en fait. Un premier appel aux grandes entreprises, justement, pour collaborer davantage avec les startups. C'est au-delà du POC, start-up aux recherches ou enfin, grand groupe aussi. Même si je recommande quand même aux chercheurs d'aller vers les entreprises. Il faudra que les deux se rapprochent. Et chacun doit comprendre qu'il est gagnant là-dedans. Le win-win, tout à l'heure, il n'est pas sorti beaucoup, clairement. Mais c'est quelque chose de très important aussi. Clairement. Et l'autre problématique aussi qui se pose, c'est qu'au niveau de la recherche, ce sont les rédactions qui sont les plus importantes. Et au niveau de l'entreprise, c'est le brevet et c'est la protection de l'innovation qui est très importante. Et là aussi, il faut trouver un juste milieu entre ces deux choses. Clairement. Et je dirais aussi en parler des succès. Aujourd'hui, Safran représente une vraie belle histoire d'open innovation en fait et de collaboration réussite. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, on parle de l'open innovation, mais je ne suis pas très sûre qu'on a beaucoup de décideurs, de grands groupes qui est parmi nous pour être sensibilisés. Safran, ils sont là, heureusement. Oui, clairement. Et du coup, c'est l'appel aussi aux grands groupes, aux grands groupes, mais aussi aux chercheurs et aux autres acteurs d'y aller, taper la porte, promouvoir les succès et sensibiliser davantage. Parce que parfois le refus ou le manque de réponse, ça vient du fait qu'ils ne sont pas assez sensibilisés, notamment des succès et de la capacité de cette collaboration entre les acteurs. Voilà. La deuxième recommandation ou appel, c'est aux institutions publiques et au fait de lancer le fast track, justement, collaboration start-up, acteurs publics. C'est là où on voit les vrais challenges. Commencer avec des vrais POC, avec des fast track facilités avec le public, ça peut être que bénéfique, en fait. Ma même question pour Heikel, justement, quelle serait la recommandation ou les top 3 des recommandations concrètes si on veut faire un appel à partir de ce panel, justement pour booster la collaboration en IA? Moi, je dirais que l'innovation, ça doit être un levier ou un outil qui doit être considéré non pas comme de la compétition, mais comme de la coopération. C'est super important. Et je pense qu'au-delà de ce qui nous lie autour de la Méditerranée, il faudrait une diplomatie technologique. Quand je dis diplomatie technologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'open innovation, d'IA, même si le mot il est assez galvaudé, il est utilisé à toutes les sauces, il faut vraiment qu'on puisse avoir un impact social et sociétal. Et aujourd'hui, on est en train de le voir avec ce qui se passe dans le monde. Je pense que cette mer-là doit nous lier plus qu'autre chose. Ensuite, valoriser également les différents dispositifs académiques. Je pense que les chercheurs, ceux qui sont en postdoc ou ceux qui sont en train de faire leur thèse, ils ne sont pas assez mis en valeur. Et nous, on le voit, nous avec Africanda, on est dans une vingtaine de pays, on le voit dans certains pays en Afrique subsaharienne où les chercheurs sont vraiment au centre même, au cœur même du projet, et tout tourne autour d'eux.
Et on le voit aussi avec différents startup studios, qui soient à Marseille avec le Factory 319 ou en Tunisie, Factory 619. Il y a toujours l'aspect académique qui est mis en valeur. Et je pense que l'aspect académique, surtout dans l'hémisphère sud, elle n'est pas assez mise en valeur. Je pense qu'il faut qu'elle soit mise en valeur et utiliser les thèses, parce qu'il y a énormément de thèses. Donc ce sont des données qui sont disponibles et sur lesquelles on peut travailler sur de la santé numérique, sur de la green tech, de l'économie bleue. Mais vraiment, non pas parler pour parler, mais parler pour agir. Et je terminerai sur un fait qui aujourd'hui va être aussi un espèce de leitmotiv autour des startups, c'est qu'il y a énormément d'acteurs dans le privé qui essaient aujourd'hui de développer l'intrapreneuriat. Donc à l'intérieur même, il y a pas mal de salariés qui se disent « je vais entreprendre mais dans ma société ». Et donc il faut, je pense, aller se rapprocher parce que ces grands groupes n'ont pas encore les us et les coutumes de la startup innovation, l'environnement de la startup. Et je pense qu'ils peuvent être accompagnés par des technopoles, par des organismes publics, mais aussi des organismes privés, pour avoir, entre guillemets, ce consortium à impact. Et il faut aussi mettre son ego de côté, et moi le premier, pour aller aussi discuter avec d'autres personnes, discuter avec les organismes qui se trouvent même à l'hémisphère, à la sphère nord. À l'époque, on n'avait pas les outils digitaux. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a comme données, notamment LinkedIn ou autre, c'est plus facile à aller chercher des partenaires qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée, ou même parmi nos voisins. Aujourd'hui, on est en Tunisie, entre l'Algérie et la Libye, et voir comment on peut co-créer ensemble. Donc c'est aussi ça le but, c'est comment rendre cette innovation ouverte, mais aussi avec un impact. Donc c'est très clair, en tout cas je retiens, et c'est important en fait de valoriser justement les résultats de recherche, le parcours académique et les résultats la collaboration avec l'académie en fait. Ça c'est très important. C'est très important d'encourager l'intrapreneuriat et de bâtir les bridges entre justement l'intrapreneur et le monde de l'innovation externe, je dirais. Donc c'est très important de le noter. Je ferai la transition avec Nesrine justement pour être plus spécifique par rapport à la recommandation. Quelle serait la recommandation pour booster davantage la culture de l'innovation en IA, l'innovation collaborative en IA? Au sein de quel organisme précisément? Les grands comptes, les startups, le milieu académique? On peut spécifier en fait un aperçu sur chacun si c'est possible. D'accord. Je vais commencer du coup par les grands comptes. Aujourd'hui, en fait, il est clair que la maturité la plus avancée en IA, elle est dans le monde start-up. Donc, c'est pas chez Renault, c'est pas malheureusement, c'est pas chez Société Générale qu'on va trouver des gens qui ont les bons skill sets, qui ont le bon mindset, etc., pour développer plus d'innovation intra-entrepreneuriale au sein de ces organismes-là. Donc, ma première recommandation serait d'investir un peu plus sur la formation des collaborateurs et sur les ressources en fait, à mettre en place pour pouvoir justement créer un environnement favorable à l'intégration de ce type de technologie et compte tenu de leur cycle de vie très très court et de leur niveau d'exigence, que ce soit sur le plan compétences, que ce soit sur le plan financier, qui est quand même non négligeable. Donc ça, c'est c'est vraiment la première recommandation qui est, je dirais, la plus urgente parce que les outils AI sont en train de se développer d'une manière assez accélérée, à une vitesse des fois qu'on ne maîtrise pas. Et effectivement, comme l'a dit Hichem, les grandes entreprises sont aujourd'hui face à cette problématique de temps, mais intégrer des outils et intégrer des solutions sans avoir en fait les équipes derrière qui sont capables de les utiliser et de les utiliser d'une manière optimale, ça n'a pas de sens. Clairement. Donc ça, c'est vraiment la première recommandation, c'est investir sur la formation et les ressources qui sont adaptées à ce type de technologie. Et là, je dirais que ce soit entreprise publique ou privée, les deux sont concernés. Quel que soit. C'est les grandes structures, les grands comptes.
Sur le plan académique, donc Heike, il a parlé justement de la qualité et de la quantité de données qui existent à travers les travaux de recherche, les doctorats qui ont été mis en place. Et effectivement, le bassin méditerranéen et surtout les pays du Maghreb, en fait, en France, par exemple, on a une thèse sur 5, je crois, c'est un Tunisien ou un Algérien ou un Marocain. Donc, voilà, le nombre, il parle de lui-même. Les chercheurs de la Méditerranée côté nord sont assez reconnus. Il y a une reconnaissance en fait des compétences sur les technologies avancées qui est énorme. Il faudra capitaliser dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui manque même en France, donc, et dans les pays européens, c'est-à-dire la reconnaissance, à part l'Allemagne peut-être, mais la reconnaissance en fait du travail académique et des avancées scientifiques qui est fournie dans les publications, etc. Il n'y a pas de modèle unifié qui regroupe tout ça, il n'y a pas de repository par exemple, il n'y a pas de référentiel. Et si on veut accéder à ce type d'informations, que ce soit les brevets, les articles scientifiques et les résultats qui en suivent, eh ben, il faut payer ou il faut passer par notre institut académique ou des choses comme ça. Donc en fait, l'information ou la donnée n'est pas accessible. Et c'est contradictoire à l'esprit scientifique qui est en fait un peu la science, c'est open. Donc c'est l'open innovation, l'open source, etc. Donc la recommandation pour le milieu académique, c'est vraiment, et un peu je dirais aussi le secteur public, parce que c'est eux qui dirigent justement cette partie-là, c'est d'ouvrir l'accès à toutes les données des travaux en fait, qui ont été menés et qui sont en train d'être menés sur ce type de technologie, parce qu'on a besoin de ce niveau de détail scientifique et de ce niveau de rigueur. Très Donc bien. on ne peut pas passer à côté. Très bien. Et pour les startups, pour en finir, et là, en fait, je vais plutôt faire une recommandation sur la base des dossiers qu'on évalue au sein de la commission. Il faudra vraiment se focaliser sur baquer l'innovation par des business cases réels. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'idées qui sont super sympas, qui sont très intéressantes techniquement et technologiquement, mais malheureusement, on a beaucoup de mal à les relier en fait à la vie réelle. Parce qu'aujourd'hui, en fait, au final, si on est en train de développer des technologies comme l'IA, c'est pour améliorer notre vie. C'est ça. Donc vraiment, pour les startups, pensez à baquer vos innovations par des business cases réels. Et ça fait vraiment beaucoup de différence. Très bien, merci Nesline. En tout cas, l'appel de Nesline est très clair. En fait, la formation pour les acteurs, collaborateurs des organisations publiques ou privées. Deuxième appel, c'est aussi pour le monde académique et les gouvernements pour justement ouvrir la donnée, partager plus les résultats, faire bénéficier tous les concernés par les résultats académiques. Troisième appel, c'est aux startups en fait, d'avoir un bridge très clair entre problématiques et solutions. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que on est sorti avec des recommandations très pratiques, très concrètes. Après, c'est à nous de les pousser aussi pour les mettre en place. Merci, cher public, en fait, pour l'interaction au départ, aussi pour l'écoute. Et on a préparé justement des insights qui récapitulent un peu ce qu'on a dit. Parce que à la fin, c'est des bonnes pratiques qu'on va partager avec vous comme souvenir, mais aussi pour que l'open innovation ou l'innovation en IA collaborative soit une priorité du quotidien. Voilà. Ces 10 insights, chers panélistes, vous les avez. Et on parle des bonnes pratiques agilité recherche, comment construire strong ecosystem win, comment faire de la compliance d'abord, multiples collaborations dans l'horizon, maturité croissance, IA générative en tête, le vrai défi industrialisé. Et bien sûr, moi là, je lis les titres des insights et en fait, chaque carte, c'est vraiment des bonnes pratiques détaillées. Et j'espère que c'est utile, ces 15 insights qu'on a construits avec la team, avec Zmolda et la team du forum, de ce forum justement. Donc voilà, profitez de ces insights et merci à tous.